Ma sœur a retiré ma photo de la cheminée, dans ma propre maison de Val-de-Bravo, et a mis la sienne à la place. Quand je suis entré et que je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle m'a crié « Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de parasite solitaire ? Je vais appeler la police. » Je lui ai simplement répondu « Appelle-les. » Cet appel a fini par provoquer la seule chose que Gracila voulait éviter, l'obliger à expliquer ce qu'elle faisait, installée dans ma maison, avec son mari et toute sa belle famille. Je m'appelle Alicia Navarro et j'ai 35 ans. J'ai monté une entreprise de technologie en partant de rien, avec de longues journées de travail, des nuits blanches, et des années à dire non à presque tout. Je n'ai pas hérité d'une fortune, j'ai tout construit par mon travail et avec une obstination que, parfois, je ne comprends même pas moi-même. C'est pourquoi, quand j'ai enfin pu prendre une semaine de vacances fin novembre, j'ai senti que je l'avais bien mérité. Je voulais partir seul dans ma maison de campagne à Val-de-Bravo. J'avais laissé des instructions claires à mon équipe. Je voulais juste quelques semaines pour moi, pour lire devant la cheminée, cuisiner des plats simples, et laisser le silence m'apaiser de l'intérieur. Ma sœur cadette s'appelle Gracila. Elle a 27 ans et elle est mariée à Arturo Delgado. Il y a des années, à une époque où je lui faisais encore confiance, je lui avais donné un jeu de clés de ma maison de Val. Je lui avais dit qu'elle pouvait l'utiliser de temps en temps, à condition de me prévenir avant. C'était la règle. La seule et unique règle. Si tu y vas, tu me le dis d'abord. Mercredi après-midi, j'ai chargé ma voiture et j'ai quitté Mexico. J'étais passé au bureau avant de partir et j'avais dans ma mallette un dossier avec les reçus de la taxe foncière, les charges et d'autres papiers de la maison que je comptais vérifier pendant ces quelques jours. La sortie par l'autoroute Mexico-Toluca était congestionnée. Une de ces après-midi où l'on a l'impression que toute la ville a décidé de partir en même temps. Entre les embouteillages, les péages et le dernier tronçon vers Val, le trajet a duré plus de 3 heures. Je suis arrivé fatigué, mais heureuse. Je pouvais déjà presque sentir l'odeur du bois de la cheminée, mais en entrant dans le garage, j'ai vu le SUV de Gracila garé là. Le SUV qui était à son nom, mais que je payais depuis presque 2 ans. À côté, il y avait une autre voiture que je ne reconnaissais pas. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Gracila ne m'avait pas appelé, ne m'avait pas envoyé de message, elle ne m'avait pas demandé la permission, rien. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers la porte d'entrée. Avant d'insérer la clé, j'ai entendu des voix à l'intérieur, des rires, de la musique, des bruits de vaisselle. La maison semblait pleine. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Le salon était bondé. 8 personnes étaient installées là comme si elles étaient les propriétaires. Arturo était assis sur le canapé, un verre à la main. Ses parents se tenaient près de la cheminée. Il y avait aussi son frère avec sa fiancée et d'autres membres de la famille que je me rappelais à peine avoir vus au mariage. La table de la salle à manger était un désastre. Il y avait des restes de gigot au four, des assiettes avec de la nourriture séchée, des serviettes utilisées, des bouteilles de vin vides, des verres partout et des morceaux de gâteau très léchés dans des assiettes mal disposées. Les chaises étaient couvertes de manteaux et de vestes. Ils avaient tout jeté n'importe où. Et le pire se trouvait sur la cheminée. Là, où se tenait habituellement une photo de moi avec mes parents, quelqu'un avait placé un grand portrait de Gracila. Elle souriait dans une robe claire, comme si cette maison était la sienne, comme si je n'existais plus. Tout le monde s'est tourné vers moi. Il n'avait pas l'air gêné. Il semblait surpris, comme si l'intruse, c'était moi. La mère d'Arturo s'est levée la première. Elle m'a regardé avec un mélange de malaise et d'agacement. « Alicia, nous ne t'attendions pas, Gracila nous avait dit que tu étais en voyage d'affaires. » Je suis resté là à la regarder, sans pouvoir y croire. Elle a continué de parler. « La vérité, ma fille, nous avons été pris par surprise que tu arrives comme ça. Gracila nous a dit que la maison était disponible et que tu étais parti. » J'ai failli rire, mais c'était de rage. Cette femme était dans ma maison, sans ma permission, en train de manger à ma table, d'utiliser mes affaires, et elle parlait encore comme si j'avais été l'imprudente en ouvrant ma propre porte. Avant que je puisse répondre, Gracila est sortie de la cuisine avec une bouteille de vin dans une main et un plateau de fromage dans l'autre. Quand elle m'a vu, son sourire s'est effacé. Son visage s'est immédiatement durci. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» m'a-t-elle lancé. J'ai pris une profonde inspiration. Ce que je fais ici, Gracila ? C'est ma maison. Elle a laissé échapper un rire sec, laid, moqueur.
Ta maison. S'il te plaît, Alicia. Une parasite solitaire comme toi n'a rien à faire ici. Cette maison est à moi maintenant. Dégage ou j'appelle la police. J'ai senti mes mains trembler. J'ai eu envie de lui crier dessus. J'ai eu envie de lui dire tout ce que je gardais pour moi depuis des années, mais je me suis forcé à garder une voix calme. Je suis la propriétaire de cette maison, Gracila. Je ne te l'ai pas prêtée, je ne t'ai pas autorisé à amener des gens, et je ne suis pas en voyage. Le père d'Arturo s'est levé, confus. Un instant. Gracila nous a dit que tu étais en Asie pour 6 mois pour le travail. Elle nous a dit que vous vous étiez mis d'accord pour que nous utilisions la maison pendant ton absence. Là, j'ai tout compris. C'était l'histoire qu'elle avait inventée. Elle leur avait dit que j'avais quitté le pays et que je leur avais donné la permission de s'installer ici. Elle avait utilisé ma maison pour se faire passer pour quelqu'un d'important devant la famille de son mari. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu es une menteuse. Arturo s'est agité, mal à l'aise sur le canapé. Gracila m'a dit qu'elle t'avait prévenu, a-t-il murmuré, n'osant pas soutenir mon regard. Bien sûr, ai-je répondu, et tu as préféré la croire parce que ça t'arrangeait. Gracila a posé la bouteille sur la table avec un bruit sec. Elle a pris son téléphone et a commencé à composer un numéro. Ça suffit. Je vais appeler le 911. Tu es entré par effraction chez nous et tu es en train de gâcher notre repas de famille. Appelle-les, lui ai-je dit. Pendant qu'elle parlait avec l'opératrice, j'ai fait le tour de la maison. Les chambres étaient sens dessus dessous. Il y avait des vêtements par terre, des valises ouvertes, des lits défaits, des emballages de nourriture sur les tables de chevet. Dans la salle de bain, il y avait des serviettes mouillées sur le sol, du maquillage sur le lavabo, des brosses à dents qui n'étaient pas les miennes et une bouteille de shampoing ouverte qui se déversait. Ils n'étaient pas là depuis quelques heures, ils étaient là depuis des jours, peut-être plus. Je suis retourné au salon. Gracila parlait toujours comme si elle signalait une terrible urgence. Je suis resté près de la porte, à attendre. Comme la maison n'était pas loin du centre, environ 20 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. Arturo leur a ouvert. Gracila a couru vers eux comme si elle était une victime. Messieurs les agents. Cette femme est entrée chez moi par effraction. Elle nous harcèle. Elle veut gâcher notre réunion de famille. Je n'ai pas haussé la voix. Messieurs les agents. Je suis Alicia Navarro. Cette maison est à moi. Elle, c'est ma sœur, Gracila. Et toutes ces personnes sont ici sans ma permission. Je suis allé chercher ma mallette, que j'avais laissée près de l'entrée. J'ai sorti ma carte d'identité de l'Institut national électoral, des copies des reçus de la taxe foncière, des factures de services publics et une copie de l'acte de propriété. J'ai tout remis au premier policier. Gracila a crié depuis le salon. C'est faux. Elle ment. Elle manipule toujours tout. Le policier a examiné les documents avec calme. Il a demandé à son partenaire de confirmer quelques informations. Le salon est devenu silencieux. Personne ne parlait. Madame Delgado n'avait plus l'air si sûre d'elle. Arturo se grattait la nuque, évitant de me regarder. Après quelques minutes, l'agent a levé les yeux. Madame Gracila, avec ce que me montre Madame Alicia, elle détient les documents de cette propriété. Si vous affirmez avoir l'autorisation d'être ici, nous devons voir cette autorisation. Gracila est restée muette. L'agent a continué. Si vous ne l'avez pas et que la propriétaire ne souhaite pas que vous restiez, la procédure correcte est que vous partiez. S'il y a un différend entre vous, vous devrez le régler par les voies appropriées. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas rester dans cette maison contre sa volonté. La mère d'Arturo s'est tournée vers son fils, rouge de honte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Arturo? Tu nous avais dit qu'elle vous avait donné la permission. Dans quoi nous as-tu entraînés? Arturo n'a pas su quoi répondre. Le policier m'a regardé. Madame Alicia, voulez-vous que nous prenions note de ceci et que nous vous guidions pour déposer une plainte? J'ai secoué la tête. Non, je veux juste qu'il sorte de ma maison, maintenant. Gracila s'est mise à pleurer. Nous sommes une famille. J'ai le droit d'être ici. Elle ne peut pas nous mettre dehors comme ça. L'agent a parlé avec fermeté. Être de la même famille ne vous donne pas le droit d'utiliser une propriété sans autorisation. Vous devez partir.
J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai pris une profonde inspiration. C'est à ce moment-là que ma patience a pris fin. À cet instant, j'ai cessé de vouloir lui arranger la vie. Gracila, ai-je dit, en m'assurant que tout le monde m'entende. Toi et Arturo, vous vivez dans un grand appartement dans le quartier de Narvart. 3 chambres, 2 places de parking. Entre le loyer et les charges, je paie 38 000 pesos mexicains par mois. Vous y vivez sans payer de loyer depuis 3 ans. Gracila a arrêté de pleurer. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Ça s'arrête aujourd'hui. Si vous voulez continuer à y vivre, vous allez devoir le payer vous-même. Devant tout le monde, j'ai annulé le virement programmé. Puis, j'ai regardé Arturo. Et toi, Arturo? J'allais parler à Ricardo, ton patron, pour lui demander de t'envisager pour une augmentation. Tu le connais bien, n'est-ce pas? C'est un ami à moi. D'ailleurs, c'est moi qui ai demandé qu'on te fasse passer un entretien pour ce poste. Arturo est devenu blême. Alicia, s'il te plaît, ça n'a rien à voir avec mon travail. Si, ça a à voir. J'ai demandé une faveur pour toi parce que je pensais que tu étais une bonne personne pour ma sœur, et toi, tu t'es assis dans mon salon, tu as bu mon vin. Et tu as laissé ta famille me regarder comme une intruse dans ma propre maison. La faveur est terminée. Tu peux garder ton emploi si tu fais bien ton travail, mais n'attends plus jamais rien de moi. Ensuite, j'ai cherché dans l'application le paiement du SUV de Gracila. Ce SUV qui était garé dehors, le même qu'elle m'avait supplié d'acheter parce que, selon elle, elle devait emmener les parents d'Arturo à des rendez-vous médicaux. Le SUV a été mis au nom de Gracila. J'ai versé la comptée, depuis près de 2 ans, je couvrais des mensualités d'environ 12 000 pesos. J'ai également annulé ce paiement. La mensualité de ton SUV s'arrête aussi aujourd'hui, ai-je dit. Celui dont tu avais soi-disant besoin pour emmener tes beaux-parents chez le médecin. On dirait que tu l'utilisais pour les amener en vacances dans ma maison sans me prévenir. Gracila a poussé un gémissement. Tu ne peux pas me faire ça. Je viens de le faire. Je l'ai regardé sans ciller. Depuis la mort de nos parents, j'ai dépensé plus de 2 millions de pesos mexicains pour toi. Loyer, voiture, nourriture, université, thérapie, urgence, tout. Je ne dépenserai pas un centime de plus. Je me suis tourné vers le policier. Je veux que tout le monde sorte de ma maison. L'agent a hoché la tête et s'est adressé au groupe. Ramassez vos affaires. Si quelqu'un a bu de l'alcool, ne conduisez pas, commandez un VTC ou laissez conduire quelqu'un de sobre. Certains avaient bu, mais pas tous. Le père d'Arturo a levé la main. Je n'ai pas bu. Je peux conduire une des voitures. La fiancée du frère d'Arturo a dit, je n'ai pas bu non plus. Je peux ramener les autres. Gracila a tenté de s'approcher de moi, le visage inondé de larmes. Alicia, s'il te plaît, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes sœurs. Le policier s'est interposé. Madame, si vous refusez de sortir ou si vous continuez à perturber la situation, nous devrons prendre des mesures. Le salon s'est animé. Tout le monde a commencé à rassembler manteaux, sacs, restes de nourriture et valises. Personne ne me regardait dans les yeux. Madame Delgado murmurait qu'elle n'avait jamais eu aussi honte de sa vie. Monsieur Delgado reprochait à son fils de les avoir mis dans ce pétrin. Arturo marchait comme s'il voulait disparaître. En moins d'1 heure, tout le monde était parti. Les 2 véhicules ont quitté le garage et se sont perdus sur la route sombre. Les policiers sont restés quelques minutes de plus pour s'assurer que personne ne revienne. Puis ils sont partis. Je suis resté debout sur le seuil de la porte, regardant les phares s'éteindre au loin. Puis j'ai fermé, j'ai verrouillé, et j'ai regardé autour de moi. La maison était dévastée. Il y avait des assiettes sales partout, des restes de nourriture sur le sol, des bouteilles vides sur le bar de la cuisine. Le canapé avait des taches, la salle de bain sentait l'humidité à cause des serviettes jetées par terre, la cheminée était pleine de cendres, et ma photo avec mes parents était posée sur le sol derrière un pot de fleurs, comme un déchet. Je me suis assise sur le canapé, en faisant attention de ne pas toucher l'une des taches, et je suis resté là un long moment. J'ai pensé aux 10 dernières années. Quand mes parents sont morts, j'avais 25 ans et Gracila à peine 17. Elle était encore au lycée. C'était une fille effrayée, brisée, qui ne savait pas quoi faire. Je n'ai pas hésité une seconde. C'était ma petite sœur.
bien sûr que j'allais m'occuper d'elle. Je l'ai fait vivre avec moi. J'ai payé sa nourriture, ses vêtements, son téléphone, ses fournitures scolaires, ses thérapies quand elle a dit en avoir besoin. Quand elle a fini le lycée, j'ai payé toute son université, frais de scolarité, matériel, transport, tout est sorti de mon compte. Je croyais qu'une fois diplômée, elle chercherait du travail et commencerait à construire sa propre vie, mais ça n'est pas arrivé. Gracila disait qu'elle était née pour une vie créative. Elle voulait être artiste, écrivaine, designer, n'importe quoi qui lui permettait de dire qu'elle était, en plein processus. Elle a vécu avec moi des années après avoir fini ses études. Elle se levait à midi, dépensait mon argent et se vexait quand je lui demandais de participer un peu. Puis elle a rencontré Arturo. Au début, j'ai ressenti un soulagement. Je pensais que quelqu'un d'autre allait enfin l'aider à mûrir. Ils se sont mariés et sont partis vivre ensemble. Je croyais que cette étape était terminée, mais le salaire d'Arturo ne suffisait pas pour le style de vie que Gracila voulait. Elle voulait de beaux restaurants, des vêtements chers, des week-ends en voyage, des cours de poterie et des soins du visage. Quand l'argent a manqué, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit qu'ils avaient besoin d'aide pour le loyer. Juste pour quelques mois. J'ai accepté. 38 000 pesos mexicains par mois. Je pensais que ce serait pour 6 mois, peut-être 1 an. 3 ans ont passé. Ensuite, il y a eu l'histoire du SUV. Gracila est arrivée en larmes à mon bureau. Elle m'a dit que les parents d'Arturo avaient des problèmes de santé, qu'ils devaient se rendre à des rendez-vous médicaux constants et qu'ils ne pouvaient pas continuer à dépendre des taxis. Ils avaient besoin d'un SUV sûr, spacieux, fiable. J'ai versé la compte pour un SUV neuf de près de 700 000 pesos mexicains. Le crédit était à son nom, mais je couvrais les mensualités. Pendant près de 2 ans, j'ai payé environ 12 000 pesos mexicains par mois. Et ce soir-là, j'ai découvert qu'elle l'utilisait pour amener toute la famille d'Arturo chez moi et organiser un repas sans ma permission. J'avais voulu croire qu'Arturo était bon pour elle. Qu'il la rendrait peut-être plus responsable, plus posée, plus adulte. Mais Arturo était pareil. Il ne voulait pas faire plus d'efforts. Il ne voulait pas affronter la réalité, il voulait juste vivre confortablement pendant que mon argent comblait tous les trous. J'ai fermé les yeux et j'ai réentendu la phrase de Gracila. Parasite solitaire. Ce n'était pas un commentaire impulsif. C'était ce qu'elle pensait de moi, la personne qui l'avait recueillie à la mort de nos parents, celle qui avait payé ses études, sa nourriture, son loyer, sa voiture, et même les faveurs pour son mari. Pour elle, la parasite, c'était moi. Je suis resté sur ce canapé sale jusqu'à plus de minuit. Puis je me suis levé, j'ai cherché des sacs poubelles et j'ai commencé à nettoyer. Ça m'a pris des heures. J'ai lavé la vaisselle, jeté les restes, nettoyé les tables, sorti les bouteilles, ramassé des vêtements qui n'étaient même pas les miens et je les ai mis dans des sacs. J'ai récuré la salle de bain. J'ai raccroché ma photo avec mes parents au-dessus de la cheminée. Quand j'ai eu fini, il était presque 4 heures du matin. Je me suis endormi sur le canapé propre et je me suis réveillé à 10 heures. La première chose que j'ai faite a été de chercher un serrurier à Val de Bravo. J'en ai trouvé un qui pouvait venir l'après-midi même. Il a changé toutes les serrures. Porte d'entrée, porte arrière, accès latéral, tout. Nouvelle serrure, nouvelle clé. Pendant qu'il travaillait, j'ai mis en sourdine le numéro de Gracila, puis celui d'Arturo, puis ceux de ses parents. Je ne voulais pas les entendre, pas encore. Quand le serrurier est parti, j'ai éteint mon téléphone. J'ai passé toute la semaine en silence, sans appel, sans réseaux sociaux, juste moi, la cheminée, les arbres et l'air froid de Val. J'ai lu, je me suis promené dans le village et j'ai dormi sans réveil. Quand je suis rentré à Mexico, j'ai rallumé le téléphone. J'avais des dizaines d'appels manqués et de messages vocaux. La plupart venaient de Gracila, quelques-uns d'Arturo, d'autres de ses parents. Je les ai effacés sans les écouter. Le lundi, je suis retourné au bureau. Ça m'a fait du bien. Mon bureau, mes dossiers, mon équipe, ma vie normale. À midi, j'ai reçu un appel du propriétaire de l'appartement où vivaient Gracila et Arturo. Je n'étais pas la locataire, mais pendant des années, c'est moi qui avais payé et qui me portais garante du contrat. Alicia, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais vous parler de l'appartement de votre sœur. On m'a prévenu que le virement du loyer n'avait pas été fait. C'est exact,
ai-je dit. Je veux juste savoir si c'était une erreur ou si vous ne couvrirez plus ce paiement. Je ne le couvrirai plus. Il y eut un bref silence. Le mois en cours était déjà payé, mais le bail expire bientôt. Sans votre paiement et sans votre garantie, je ne peux pas leur renouveler dans les mêmes conditions. Je leur ai déjà envoyé un avis pour qu'ils se mettent à jour ou qu'ils rendent l'appartement à la fin de la période. Faites ce que vous avez à faire, lui ai-je dit. Il n'y aura aucune prolongation de ma part. Ils sont adultes. C'est à eux de régler ça. Vous êtes sûr? Ça a l'air compliqué. J'en suis sûr. J'ai raccroché et j'ai continué à travailler. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Gracila avait 27 ans. Elle avait eu des années et plus de soutien que beaucoup de gens n'en reçoivent dans toute leur vie, et elle avait choisi d'en abuser. Près de 3 semaines ont passé. J'étais à mon bureau en train d'examiner une proposition quand mon téléphone a vibré avec une notification de réseaux sociaux. Gracila avait publié quelque chose. L'application m'a prévenu parce que nous étions encore connectés. Par curiosité, j'ai ouvert la publication. La première photo montrait Gracila et Arturo devant l'immeuble où ils vivaient, entourés de cartons, de sacs de vêtements, d'assiettes, d'une lampe et d'une petite table. La seconde était une photo d'elle, assise par terre devant l'entrée, le visage dans les mains. L'angle était trop parfait pour être un hasard. Le texte disait, « Grâce à ma sœur égoïste et vengeresse. Mon mari et moi nous retrouvons sans maison. Elle nous a retiré son soutien sans prévenir. Elle nous a laissés seuls et maintenant nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes à la rue parce qu'elle a décidé de nous punir. Pour certaines personnes, la famille ne signifie rien. » J'ai lu quelques commentaires. Ses amis laissaient des émoticônes en pleurs, des cœurs brisés et des messages de soutien. Certaines proposaient leur canapé pour quelques jours, d'autres m'insultaient sans me connaître. Plusieurs personnes ont partagé la publication, répétant la version de Gracila. J'ai regardé les photos sans surprise. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait. Elle se mettait dans le rôle de la victime et cachait tout ce qui ne l'arrangeait pas. Elle ne disait pas que je lui avais payé son loyer pendant 3 ans, qu'elle s'était installée chez moi sans permission, qu'elle avait menti à sa belle famille, qu'elle m'avait traité de parasite et qu'elle avait voulu appeler la police pour me faire sortir d'une maison qui était la mienne. Elle ne disait pas non plus que le propriétaire leur avait donné le temps de payer ou de rendre l'appartement, et qu'ils n'avaient fait ni l'un ni l'autre jusqu'à ne plus avoir le choix. J'ai fermé l'application et je suis retourné travailler. Qu'elle continue son théâtre sur les réseaux. Rien de tout cela ne changeait les faits. Près de 3 mois après cette nuit à Val, j'ai reçu une lettre de la société de financement du SUV. Comme j'avais annulé le paiement automatique et que personne n'avait couvert les mensualités suivantes, ils avaient envoyé des avis au domicile enregistrés et avaient également tenté de les joindre par téléphone. Personne n'avait répondu. Suite aux retards accumulés et à l'absence de réponse, ils avaient engagé la procédure de récupération. Je me suis assise à la table de ma cuisine pour lire la lettre en entier. Le SUV avait déjà été saisi. Ça ne m'a pas fait plaisir, mais je n'ai pas non plus ressenti de culpabilité. Ce SUV n'était pas un outil pour prendre soin de ses beaux-parents. C'était un autre luxe qu'elle avait appris à exiger sans payer. Ce soir-là, une autre notification est arrivée. Gracila avait de nouveau publié. Cette fois, c'était une photo d'une place de parking vide. Le texte disait, « On vient de me prendre mon SUV. Ma sœur a fait sa part pure vengeance. Elle a détruit ma vie parce que j'ai commis une erreur. Maintenant, je ne peux même plus aller à des entretiens d'embauche. Je ne peux pas me déplacer. Elle m'a tout pris. » Les commentaires étaient similaires, des gens qui la plaignaient, lui proposaient de la covoiturer, me traitaient d'abusive. Quelqu'un a même proposé de collecter de l'argent pour une voiture d'occasion. Je suis resté à regarder la phrase. Une erreur. C'est ce qu'elle disait, une erreur. S'installer dans ma maison sans permission, mentir à ses beaux-parents, remplacer ma photo par la sienne, organiser un repas avec 8 personnes, me traiter de parasite, me menacer avec la police. Tout ça, pour elle, c'était une erreur. Je n'ai pas commenté, je ne lui ai pas écrit, je ne me suis pas défendu auprès d'inconnus sur Internet. J'ai simplement fermé l'application. Le lendemain, une autre publication. Gracila apparaissait assise dans un salon que j'ai immédiatement reconnu. C'était la maison des parents d'Arturo. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux attachés n'importe comment et une couverture sur les jambes.
Le texte disait, mise à jour, nous vivons avec mes beaux-parents. Nous dormons dans le salon. Ma belle-mère me fait cuisiner et nettoyer tous les jours. C'est ma vie maintenant parce que ma sœur a choisi la vengeance plutôt que la famille. Encore plus de commentaires de soutien, plus de messages de colère contre moi, plus de gens partageant son histoire. J'ai désactivé les notifications de son compte. Je ne l'ai pas bloqué complètement parce que, pour être honnête, je voulais savoir jusqu'où elle allait pousser sa version des faits, mais je n'avais pas besoin que son drame interrompe mes journées. Ma vie a continué. J'ai travaillé, j'ai rencontré des clients, j'ai signé des contrats, mon entreprise a grandi. Je suis retourné à Val-de-Bravo certains week-ends. Personne n'est apparu à l'improviste, personne n'est entré par effraction. C'était la paix. Et pour la première fois en 10 ans, je ne vivais pas en m'inquiétant des problèmes de Gracilla. Je n'écoutais plus d'histoires urgentes qui se terminaient toujours avec ma carte bancaire payant quelque chose. Une semaine après la saisie du SUV, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Allô? Alicia. C'était Gracilla. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu veux? Comment as-tu pu me faire ça? Elle ne criait pas, mais la colère était palpable dans chaque mot. Comment as-tu pu être aussi cruel? On a perdu l'appartement. Ils ont pris le SUV. On vit chez les parents d'Arturo et c'est horrible. Ça ne me concerne plus. Comment ça, ça ne te concerne plus? C'est toi qui nous as fait ça. Tu nous as tout coupé sans prévenir. On n'a pas eu le temps de se préparer. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Sans prévenir, Gracilla? J'ai payé ton loyer pendant 3 ans. 3 ans. C'était plus que suffisant pour que tu comprennes que tu devais prendre ta vie en main. Mais le salaire d'Arturo ne suffit pas. On ne peut pas vivre avec ce qu'il gagne. Il est inutile. Il n'aura jamais d'augmentation. J'ai entendu une voix masculine en arrière-plan. Qu'est-ce que tu as dit de moi? Gracilla a baissé la voix. Rien. Je suis au téléphone avec Alicia. Je t'ai entendu. Tu as dit que j'étais inutile. Arturo, ne commence pas, ne commence pas. Ça fait des années que tu me dis que tout va bien, qu'on avait juste besoin d'un coup de pouce. Et maintenant, il s'avère que je suis inutile. Le ton est monté. Gracilla a crié sur Arturo. Arturo lui a répondu. J'ai entendu quelque chose se cogner, peut-être une chaise déplacée violemment contre le sol. Puis il y a eu un bruit sec et l'appel a été coupé. J'ai posé le téléphone sur la table. Je me suis servi un verre de vin. Je n'ai pas ressenti de culpabilité, ni de tristesse, ni l'envie d'intervenir. J'ai ressenti du soulagement. Le lendemain, j'ai consulté les réseaux de Gracilla par curiosité. Elle avait publié un très long texte sur la façon dont sa vie s'effondrait, comment son mariage était en crise, et comment tout était de ma faute. Mais cette fois, les commentaires étaient partagés. Certaines personnes la soutenaient encore. D'autres commençaient à poser des questions, pourquoi ta sœur payait-elle ton loyer, pendant combien de temps t'as-t-elle entretenu, toi et ton mari, vous ne travaillez pas, que s'est-il vraiment passé? Tout le monde ne connaissait pas l'histoire complète, mais certains en avaient vu assez. Gracilla ne travaillait pas de manière stable et chacune de ses urgences se terminait avec quelqu'un d'autre qui lui résolvait la vie. J'ai fermé l'application et je n'ai plus regardé pendant un bon moment. 2 mois ont passé. Je me suis concentré sur mon entreprise, ma santé et ma maison. J'ai commencé à sortir davantage avec des amis qui, elles, m'écoutaient sans me demander d'argent à la fin de la conversation. Je suis retourné au cinéma. Je me suis inscrite à des cours de pilates. Des choses simples, normales, que j'avais repoussées pendant des années parce qu'il y avait toujours une urgence avec Gracilla. Puis, un jour, j'ai croisé Laura dans un café du quartier de la Roma. Laura nous connaissait, Gracilla et moi, depuis l'enfance. Nous n'étions pas intimes, mais nous avions grandi dans le même cercle. C'est pourquoi je n'ai pas été surprise quand elle s'est approchée avec cet air de quelqu'un qui apporte une nouvelle gênante. « Alicia » m'a-t-elle dit avec précaution. « Tu as eu des nouvelles de Gracilla ?» ?»« Non. » Je me suis éclairci la gorge. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Laura a baissé les yeux un instant. Elle et Arturo se sont séparés. Je crois qu'ils sont en train de signer le divorce. Ça a été très moche.
Les parents d'Arturo l'ont mise à la porte de chez eux peu de temps après. Je n'ai rien dit. Ils avaient quelque chose à se partager, ai-je demandé. Laura a secoué la tête. Rien. Pas de propriété, pas d'économie, pas de voiture. Ils étaient complètement fauchés. J'ai hoché la tête. C'est logique. Ils vivaient avec mon argent. Laura s'est balancée d'un pied sur l'autre. Écoute, je sais que ce n'est pas à moi de donner mon avis, mais Gracila est dans une très mauvaise situation. Elle n'a nulle part où aller. Peut-être que tu pourrais lui parler, ne serait-ce que pour l'écouter. Je l'ai interrompu calmement. Laura, j'ai payé sa vie pendant 10 ans. Je lui ai payé son loyer, sa voiture, son université, sa nourriture, et je lui ai même trouvé un travail pour son mari. Elle s'est installée chez moi, m'a traité de parasite et a voulu que la police me mette dehors. J'en ai fini. Laura n'a pas insisté. Elle m'a dit qu'elle comprenait, même si son visage disait qu'elle n'était pas sûre de vraiment pouvoir comprendre. Nous avons parlé quelques minutes d'autre chose et chacune a poursuivi son chemin. 2 autres mois ont passé. J'étais à mon bureau quand mon téléphone a sonné, un autre numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Alicia, c'est moi. C'est Gracila. Cette fois, sa voix était différente, plus basse, presque suppliante. Qu'est-ce que tu veux? Pardon. Pardonne-moi pour tout. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai dit des choses horribles. Je sais que je me suis très mal comporté avec toi, mais nous sommes sœurs. Ça doit bien compter pour quelque chose. Non, ai-je répondu. S'il te plaît, Alicia. J'ai besoin d'aide. Je n'ai nulle part où vivre. Je n'ai pas de travail. Je n'ai rien. Donne-moi une autre chance. Je te jure que cette fois, je vais vraiment changer. J'ai appris ma leçon. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais j'ai aussi entendu ceux qui se cachaient derrière. Gracila ne proposait pas de réparer quoi que ce soit. Elle ne parlait pas de rembourser de l'argent ni d'accepter ce qu'elle avait fait. Elle demandait encore la même chose que toujours, que je la sauve. Gracila, ai-je dit lentement. Je vais te donner un dernier conseil. Oui, n'importe quoi. Je t'écoute. La prochaine fois que tu auras besoin d'aide, ne m'appelle pas moi. Appelle les policiers que tu as fait venir ce soir-là, dans ma maison. Peut-être que cette fois, ils te donneront raison. Alicia, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué ce numéro et, cette fois, j'ai aussi bloqué tous les autres. Je suis resté assise 1 minute, à regarder mon téléphone. Je me sentais bien, mieux que je ne m'étais senti depuis des années. Pendant des années, j'ai pensé que m'occuper d'elle, c'était continuer à payer. Après avoir perdu mes parents, j'avais l'impression que si je laissais tomber Gracila, je l'abandonnais. C'est pour ça que je lui ai payé ses études, son loyer, sa voiture, sa nourriture et des faveurs. Mais ce soir-là à Val, j'ai compris la différence entre aider quelqu'un et se laisser utiliser. Gracila avait 27 ans. Elle était adulte. Il était temps qu'elle assume les conséquences de ses décisions. Je lui avais donné tous les avantages possibles, des études payées, 3 ans de loyer, un SUV neuf et des contacts pour l'emploi de son mari. Elle a tout gâché parce qu'elle croyait pouvoir recevoir sans remercier, sans respecter et sans prendre ses responsabilités. Je ne savais pas où elle vivait. Je ne savais pas si elle avait un travail, je ne savais pas si elle allait bien. Je n'ai pas couru la chercher. Je n'ai pas passé d'appel. Pour la première fois, j'ai laissé sa vie suivre son cours sans moi. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Mexico était magnifique, avec la lumière du soir qui tombait sur les bâtiments. Mon entreprise se portait mieux que jamais. J'avais des amis qui, elles, me respectaient. J'avais mon travail, j'avais ma maison à Val de Bravo, j'avais une vie que j'avais construite à partir de rien, et pour la première fois en 10 ans, cette vie n'appartenait qu'à moi. Ce soir-là à Val, ce qui m'a fait mal, ce n'était pas seulement de trouver ma maison sale, ma photo retirée de la cheminée ou Gracila utilisant mes clés comme si elles étaient les siennes. Ce qui m'a fait mal, c'est de comprendre que pendant des années, j'avais confondu prendre soin et tout permettre. Je lui ai payé son loyer, sa voiture, ses études et des faveurs parce que je pensais que c'était ça,
l'amour fraternel. Mais Gracila n'avait pas besoin d'une autre chance. Elle avait besoin d'une limite que je n'avais jamais osé lui imposer. Et quand je l'ai enfin fait, elle m'a traité de cruel parce qu'elle était habituée à ce que ma fatigue n'ait aucune importance. Je n'allais pas pardonner à Gracila. Pas à ce moment-là, peut-être jamais. Elle a eu 10 ans d'opportunité, 10 ans de mon argent, de ma patience et de ma protection. Et dès que j'ai arrêté de payer, elle m'a montré exactement ce qu'elle pensait de moi. Alors, j'ai fermé cette porte. J'ai changé les serrures de ma maison, mais j'ai aussi changé quelque chose en moi. Et cette fois, Gracila n'avait pas de double.